cette perversion dont vous parlez, la perversion du Hamas, il faut faire vraiment attention à une chose. Il n'y a rien de tel que d'être sous effet pervers pour devenir soi-même pervers. Il faut faire très, 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 très attention. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du Studio Qualita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique et de décryptage de la société israélienne. Notre magazine qui s'intitule Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Avec cette semaine un thème à la fois douloureux et brûlant, celui du dossier des otages israéliens kidnappés et retenus à Gaza depuis près de 540 jours maintenant, un chiffre assez hallucinant. Alors pour en parler avec nous dans le studio, Viviane Chetrit-Vatine. Bonjour Viviane. Bonjour. Je rappelle que vous êtes psychanalyste pour adultes, enfants et organisations et aussi présidente de la Société de psychanalyse en Israël, une organisation affiliée à l'Association psychanalyste internationale qui fut quant à elle fondée par Freud en 1910. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, vous voudriez maintenant nous faire part d'une prise de position de la Société donc, de psychanalyse en Israël qui a été rendue publique tout récemment, le 7 mars je crois, ou au début mars, et qui a été publiée dans les médias qui concernent justement cette question des otages. Alors, de quoi s'agit-il ? Bon, écoutez, je pense que le mieux, c'est de commencer par le contenu de cette déclaration. Je vais abréger autant que possible. Ça va donner une idée de la situation et de ce qui s'est passé. Alors, la déclaration est ainsi formulée. Nous, membres de la Société de psychanalyse en Israël, souhaitons par la présente faire acte de notre position claire et la plus déterminée qui soit, s'agissant de la libération et du retour des otages. Abandonner les otages à leur sort à Gaza, en détournant notre regard sur ce qui les attend immanquablement, constitue une atteinte irréversible aux principes éthiques et en particulier aux principes de solidarité constitutifs de notre pratique et de notre société. Toute participation, même tacite, à cet abandon porte non seulement atteinte aux otages eux-mêmes, à leurs familles, mais porte également un coup fatal au fondement et à l'essence même de la société israélienne. Nous nous verrons par cela associés malgré nous à des actes en opposition radicale à toute l'échelle des valeurs qui nous constituent en tant que membres de la SPI, de notre société, de tout cet univers de valeurs et principes dans lequel nous avons éduqué nos enfants. Donc une déclaration principielle, et vous m'aviez indiqué que le 7 mars, la société, donc votre société de psychanalyse, a tenu une rencontre ouverte d'ailleurs à tout public sur la place des otages à Tel Aviv, avec plusieurs intervenants qui sont des psychanalystes chevronnés. Alors qu'est-ce qui s'est dit en gros en résumant cette rencontre ? Je peux prendre un certain nombre de points. Un des points qui a été exprimé, il y a eu un rappel de dire par Abraham Heschel, à l'époque où il était soutenant de Martin Luther King, et il a parlé de prier à pied, prier avec nos jambes. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'il s'agissait de faire, c'était de s'occuper des gens et d'analyser avec nos jambes. Autrement dit, de sortir et d'être en action. Il y a des moments où on ne peut pas se permettre d'être simplement dans la pièce et de s'occuper de chacun et de manière individuelle. On est sorti de notre zone de confort. Ça, c'était un des points. Un deuxième point qui a été soulevé, qui est important, il me semble, c'est le fait qu'il y a quelque chose dans la société israélienne, peut-être un retour d'un certain refoulé, qui a à faire avec le fait que des soldats tués, des soldats blessés emportent évidemment la sympathie forte et violente de la population. Des soldats pris en otage, c'est une autre histoire. Ou des citoyens pris en otage. Et de citoyens, bien évidemment. Mais je parle ici des otages en tant que soldats aussi, qui ont l'air d'être oubliés. Et on sait aussi qu'à l'époque, quand il s'est passé ce qui s'est passé après la Shoah et que sont revenus des Juifs revenant des camps, il y avait un vrai problème en Israël d'accepter ces personnes comme des personnes qui étaient passées par des expériences extrêmement douloureuses. Il y avait une certaine honte par rapport à ça. Une réticence. Exactement, une réticence. Et il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là qui se joue d'une manière refoulée dans une espèce de déconnexion d'une partie de la population par rapport à la question des otages et en particulier des soldats mis en otage.
Il y a évidemment toute la question des otages en tant que civils. Et le troisième point qui a été aussi soulevé, c'est la question de la déconnexion. Il y a dans cette situation quelque chose qui est quelque part insupportable à la psyché humaine. Savoir qu'on a des enfants, des proches, des amis, des voisins, etc., qui sont dans des conditions complètement inadéquates, horribles par rapport à ce que chacun de nous a besoin, c'est quelque chose d'insupportable, et il y a des tendances à une déconnexion, une atimut, on peut dire. Et cette atimut, elle refait d'une certaine manière, et elle remet en acte ce qui est en vérité ce dont les otages eux-mêmes souffrent, c'est-à-dire la non-présence de l'autre, le non-respect de l'autre, les situations, l'oppression, l'humiliation, etc., etc. C'est assez épouvantable. Alors qu'est-ce que vous entendez, puisque dans les interventions, elles tournaient toutes autour de deux axes, m'avez-vous expliqué, qui sont en fait une position éthique, une position en tant que professionnel thérapeute, vous avez pris une position éthique, à la fois en tant que psychanalyste et aussi en tant que simple humain au niveau des égards et de la responsabilité vis-à-vis de l'autre. Je crois que c'était les deux, ça tournait autour de ces deux axes. Exactement. Alors ce que je vais peut-être faire maintenant, c'est essayer de repréciser ce que nous comprenons par responsabilité par rapport à l'autre, responsabilité asymétrique par rapport à l'autre, comment nous la comprenons dans la relation psychanalytique et ce qui est vrai aussi dans la relation parent-enfant ou dans la relation de tout humain à l'autre humain. Il s'agit de besoins que nos besoins soient reconnus comme légitimes. Nos besoins, tout besoin. Besoin d'être identifié, reconnu, affirmé. Besoin de limites interpersonnelles et intrapsychiques. Besoin de comprendre la causalité des événements et non pas d'être en face de l'arbitraire. Besoin de vérité. Besoin de disponibilité émotionnelle optimale de la part des gens qui nous prennent en charge, besoin de répondants continus de la part des gens qui nous prennent en charge. Tous ces éléments-là sont des besoins fondamentaux. Ma position, elle a toujours été que chaque humain, chaque enfant arrive au monde avec une exigence d'éthique et que la pathologie et la psychopathologie est le résultat d'une non-confirmation par rapport à ces besoins-là. C'est-à-dire d'une négation de Une négation de ces besoins. C'est bien évidemment ce qui se passe pour les otages et pour tout un chacun dans ces situations-là. C'est exactement l'inverse de ce qu'on attend. Et à nous, en tant que société israélienne, de pas fonctionner de la même manière, hein, et comme psychanalyste et comme citoyen israélien. Alors j'ai une question un petit peu plus analytique. En tant qu'observateur, moi-même, pas seulement journaliste, mais citoyen israélien qui observe cette société et qui traverse une crise sans précédent depuis le 7 octobre, on a justement depuis 1 an et demi, et puis plus particulièrement, j'allais dire, ces derniers mois, on a observé que les médias israéliens, particulièrement les radios et les chaînes de télévision, reviennent sans cesse, en détail, avec beaucoup d'insistance et beaucoup de données factuelles sur les souffrances endurées par les Israéliens détenus à Gaza, aussi bien les civils que sur les militaires, et aussi sur les souffrances de leur famille, de leurs proches. Alors, j'allais vous poser la question en tant que spécialiste qui observait aussi les comportements de psychologie collective. Quel est, selon vous, l'impact de ce traitement médiatique sur la population israélienne? Je vais vous dire, par rapport à ce qui s'est passé à l'arrivée des premiers otages, c'est bien meilleur. Quand les premiers otages sont arrivés, il y avait une précipitation sur chacun, on les faisait parler, etc. Il y avait quelque chose qui est tout à fait inadéquat. Ici et aujourd'hui, les médias sont beaucoup mieux informés, ils sont guidés aussi psychologiquement. Il y a toute une préparation qui est faite avec les personnes qui sont finalement sont d'accord pour venir parler, et les personnes qui sont interviewées ont déjà eu toute une préparation bien avant. Il y a quelque chose de cathartique dans le fait de pouvoir s'exprimer. Il y a quelque chose qui les aide de pouvoir faire appel et avoir le sentiment de faire quelque chose dans cette situation tellement impuissante qui est insupportable
insupportable pour les familles. Donc il y a ces deux aspects-là qu'il faut prendre en considération. Je pense que aussi les médias font ce travail-là pour faire en sorte qu'un certain nombre de citoyens israéliens qui restent malgré tout déconnectés par rapport à ce qui se passe soient malgré tout alertés. Et je pense que ça aussi c'est très très important. Ce qui se passe aujourd'hui dans toutes les manifestations, c'est des présences d'autres Israéliens qui sont là pour essayer d'entourer les familles qui ont énormément de mal à vivre ces situations. Parce qu'on parle des otages eux-mêmes avec les horreurs par lesquelles ils passent, on parle peut-être pas suffisamment et qu'on réalise pas suffisamment qu'est-ce que c'est qu'être allié, famille, tante, oncle, grand-père, etc. de ces mêmes personnes. Et ce qu'on réalise pas non plus, c'est l'effet de ces otages et l'existence que continue encore de ces otages encore non délivrés sur les enfants. Il y a quelque chose de grave qui se passe parce qu'il n'y a rien de plus basique pour un enfant d'avoir confiance dans le fait que s'il lui arrive quelque chose, ceux qui sont en charge de lui viendront le secourir. Or, il se passe que ce n'est pas ce qui se passe. Il y a quelque chose d'extrêmement effrayant. Et je vois même dans le cadre de travail que je peux faire avec des enfants ou avec des adultes, etc., comment le fait d'être otage revient dans les rêves, s'accroche à des traumatisations premières, de laisser aller, de non-présence de parents qui s'occupent d'eux comme il faut, etc., etc. Il y a quelque chose de grave qui se passe à ce niveau-là. Il faut aussi ne pas oublier que nous sommes un peuple dont les traumas avec lesquels nous avons affaire, et le terme trauma est revenu encore et encore sur la sellette, on ne peut pas faire un trauma avec un seul trauma. Tout trauma se base sur d'autres traumas. Il y a une accumulation de traumas qui fait qu'on est traumatisé. Et donc on a affaire avec ça au niveau de toute notre société aujourd'hui. C'est aussi ce qui peut faire comprendre aussi pourquoi il y a un tel clivage aussi. Parce qu'en situation traumatisée, il y a une déstabilisation intérieure et du coup, il y a beaucoup de mal à pouvoir prendre tout en considération. Et les otages d'un côté et ce qui se passe à Gaza de l'autre, les personnes ne sont pas capables en général de pouvoir prendre tout ensemble. Alors c'est où ça? D'avoir une vue globale, disons. Exactement, c'est clivé. Alors plus précisément, concernant les médias, et certains médias mainstream, c'est-à-dire les principales chaînes de télévision, les radios et la presse écrite, mais ces médias sont souvent intervenus dans cette période de manière très personnalisée, en tendant leur micro ou en ouvrant leur colonne à des gens proches des kidnappés, donc des familles, ou même à ceux qui reviennent pour expliquer ce qu'ils ont vécu. Et finalement, ces productions médiatiques, elles prennent parfois la figure d'entretiens psychologiques, entre guillemets, privés, puisqu'il s'agit de cas de personnes, d'individus, d'entretiens psychanalytiques à ciel ouvert, ce qui semble sans doute peut-être une bonne chose pour ceux qui s'entretiennent, mais est-ce que c'est bon aussi pour le pays, ce focus des fois très détaillé, très, très insistant sur les affres vécus par tous ceux qui ont été kidnappés? Bon, encore une fois, ce que j'entends de votre part, c'est ce que je peux entendre éventuellement d'autres personnes à l'extérieur, c'est-à-dire on n'a pas besoin de ça, c'est attaquant, c'est difficile à supporter, etc., etc. D'un autre côté, comme je le disais tout à l'heure, c'est important aussi de pouvoir être en face de ce qui se passe et de regarder les choses pour ce qu'elles sont. Et on peut pas tout le temps se cacher et faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Il se passe des choses graves et gravissimes. Alors la question, c'est comment on arrive à faire un tivour, on dit en hébreu, un tivour, c'est-à-dire il s'agit de pouvoir en parler, il s'agit de pouvoir en discuter. C'est pas simplement on est exposé, il faut ensuite pouvoir en parler. Le fait est, on sait très bien que dans toutes les réunions familiales, amicales, etc., on parle de ce qui se passe. C'est très important de pouvoir en parler, ne pas éviter. C'est ça qui permet que quelque chose puisse peut-être se transformer, et au niveau psychologique, et éventuellement au niveau même chaltiste. Non, mais j'entends bien, puisque j'allais dire en aval par rapport au public, ça a une fonction que vous décrivez très bien, mais en amont par rapport aux personnes qui font part de leur souffrance, comme une mère qui parle de son fils, ou une épouse qui parle de son mari encore retenu à Gaza, etc., ou d'un grand-père ou d'un oncle. Est-ce que quand ça intervient, est-ce que
c'est bon pour cette personne d'en parler dans un média? Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est aussi bien pour le pays de rentrer dans ces détails des fois très très personnels, j'allais dire? Je comprends exactement votre questionnement, mais ce que vous ne prenez pas en considération, c'est que dès le 8 octobre a été fondé un centre, une organisation qui s'appelle Front Medical Line, qui a pris en charge immédiatement une grande part de ces familles, une grande part des oncles, des tantes, etc. Je parle tout autant d'ailleurs des Mefounim, des gens qui ont été déplacés. De leur kibbutz. Voilà, exactement, que des gens qui ont été touchés directement par ce qui s'est passé avec les otages, etc. Les personnes qui parlent sont la plupart du temps des gens qui sont déjà pris en charge du point de vue psychologique. On a fondé, dans le cadre de la Société psychanalytique d'Israël, on aide à fonder 2 centres de prise en charge psychothérapeutique à long terme, à Ofakim et à Rosh Pina, qui s'occupent tout autant des gens qui ont été touchés par le 7 octobre que des gens qui ont été déplacés, que ce soit aussi bien des civils, que ce soit des soldats et des familles de soldats. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est important à préciser ici. C'est-à-dire à propos de la psychanalyse en action, c'est pas simplement être sur la place des Khatoufim ou des otages, mais c'est aussi prendre en charge un travail de fond et à long terme. De fond et à long terme. Parce qu'on a parlé beaucoup de trauma. Il y a des tas de groupes qui se sont précisés en disant on va vous apprendre comment on fonctionne par rapport au trauma. En vérité, celui qui a mis le doigt sur la question du trauma et de la pathologie, c'est Freud. Okay, on sait qu'on est des psychés qui ont du mal à se fabriquer parce qu'on est nécessairement toujours un peu traumatisé. Ceci dit, le travail qui est fait et qui doit être fait, il doit être à long terme. Ça suffit pas de faire une prise en charge rapide, il faut continuer et encore et encore. Il y a autre chose que je voulais vous dire. Les familles de soldats qui ont été tués, donc des parents shkoulim, endeuillés, sont souvent extrêmement esselés. Après le fait que, après avoir été dans les enterrements, etc., plein de monde qui arrive et après, on les laisse de côté. Pourquoi on les laisse de côté? Parce que c'est difficile à chacun d'être en face du deuil de l'autre. C'est très dur à vivre. C'est donc des personnes qui ont besoin d'être extrêmement entourées, pas seulement par des copains, et éventuellement par des psychothérapeutes dont c'est le boulot d'être là avec eux et le long pour qu'ils puissent finalement faire un travail d'élaboration. Ceux qui ont, encore une fois, des otages et qui vivent un cauchemar perpétuel, ceux qui ont perdu leurs proches et qui doivent faire leur deuil et qui est difficile à faire, ceux qui ont des enfants qui ont été blessés et ces soldats blessés, il y a un boulot terrible à faire avec eux. Il ne suffit pas de faire tout ce qu'on peut faire. Il y a des donations, il y a toutes sortes de choses qui sont faites pour les aider. Ensuite, il faut un suivi à long terme. Alors, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, non pas me faire porte-parole d'autres analyses, mais vous, justement, vous êtes un professionnel, vous connaissez les tenants et les aboutissants d'une situation d'ensemble sophistiquée à nul autre pareil, et donc j'allais vous demander de réagir et de me dire si vous pensiez que l'un des principaux slogans qu'on entend à Tel Aviv, qu'on a entendu depuis assez longtemps, et qu'on entend dans les manifestations, je le dis en anglais parce qu'il était aussi brandi en anglais, bring them home now, ça veut dire ramener les otages maintenant. Est-ce que c'est un mot d'ordre dans ce qu'il porte comme message, qui est selon vous adéquat, et qui est pas peut-être à côté de la plaque, et qui peut-être, sans le vouloir et sans le savoir, focus sur une priorité essentielle, c'est-à-dire de mettre fin à cette souffrance, à la fois de ceux qui sont enlevés et de leurs proches, mais qui ne tient pas compte que, en tout cas pour ceux qui ont l'organisation totalitaire qui s'appelle le Hamas, qui a pratiqué le jour du 7 octobre, il y a 255 personnes, 254 qui ont été enlevées. Depuis, malheureusement, certains ont été tués, d'autres ont été aussi ramenés, les 2 tiers ont tout de même été ramenés, enfin de ceux qui restaient vivants. Est-ce que vous pensez que cette insistance sur d'exiger des pouvoirs publics et du gouvernement qu'il y ait une libération maintenant, c'est une chose qui se défend dans un contexte géopolitique et très sophistiqué, avec une organisation totalitaire qui ne fonctionne pas et qui savait, lorsqu'elle avait enlevé les gens le 7 octobre, qu'elle allait jouer sur les cordes sensibles de la société israélienne?
On est vraiment dans un dilemme terrible, mais à faire la différence entre eux. Pour chacun des otages, pour chacune de ces 59 personnes qui sont encore vivants ou morts à Gaza, le temps presse chaque minute. Chaque minute, c'est leur mort potentielle. Aujourd'hui, demain, après-demain, tout de suite. C'est ça le now. On a affaire avec la mort de l'autre. Et la mort de l'autre, c'est là quelque chose qui doit nous mobiliser premièrement. C'est vrai, d'un autre côté, point de vue géopolitique, on peut dire tout ce que vous dites. Ceci dit, en tant que société israélienne et société juive, la première des choses, c'est ne laisser mourir personne. C'est évident. La mort de l'autre est insupportable. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on a affaire avec le Hamas, on a affaire avec aujourd'hui la guerre, on a affaire à nouveau avec ce qui se passe à Gaza. La mort de l'autre est insupportable, la mort de l'autre et des nôtres est insupportable, la mort des autres est aussi insupportable. J'ai des soldats aussi qui sont en traitement chez moi et leur difficulté la plus grande, c'est le fait d'avoir tué l'autre. C'est insupportable. Il y a quelque chose dans la guerre qui rend la morale dérisoire. Et c'est Lévinas qui a dit ça. Il y a quelque Freud chose... en avait parlé à sa manière. Freud en a parlé à sa manière. Il l'a vu comme quelque chose dont les humains ne peuvent pas se passer. Moi, je pense autrement. J'ai pu écrire là-dessus. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en fait, cette urgence, on la comprend du point de vue, je dirais, de l'exigence éthique et l'exigence israélienne et aussi l'exigence affective et humaine. Mais est-ce que dans une situation que Israël n'a pas choisie, où il a été mis devant le fait accompli de cette attaque par une organisation totalitaire sans foi ni loi, pour qui la fin justifie les moyens et qui d'ailleurs n'hésite pas à se servir de sa propre population comme un bouclier, Absolument. donc qu'il nous maltraite et qu'il se servent de manière sadique des otages avec leur cérémonie de remise de diplôme quand ils les libèrent. Est-ce que vous n'avez pas l'impression tout de même, et ça sera ma dernière question, il reste très peu de temps, que pas seulement le gouvernement, mais les pouvoirs publics israéliens, dès le départ, ont malmené les négociations, n'ont pas donné des ultimatums, ont finalement n'ont pas fait face au Hamas en tenant compte de ce qu'il était, une organisation totalitaire prête à tout. Est-ce que les choses auraient pu se passer autrement? Bon, je vois que vous glissez un petit peu vers la politique, alors je vais vous dire comment moi je voyais les choses, et je ne suis pas toute seule. J'aurais voulu, et je ne suis pas toute seule là-dedans, que le 8 octobre, on fasse tout pour libérer tous les otages et qu'on rende le maximum de prisonniers, le maximum. Et ensuite qu'on attaque. Et pas qu'on attende encore et encore et encore et encore. J'ai pu entendre de personnes, en principe bien, que les otages au départ et dès le départ on n'en avait rien à faire. C'est terrible parce que la guerre c'est la guerre. Alors les otages, ok, c'est comme ça. C'est catastrophique à mon avis du point de vue moral et du point de vue éthique et c'est ce qu'on ressent aujourd'hui. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait dès le départ et petit à petit ça fait boule de neige. Terrible, terrible. Et cette perversion dont vous parlez, la perversion du Hamas, il faut faire vraiment attention à une chose. Il n'y a rien de tel que d'être sous effet pervers pour devenir soi-même pervers. Il faut faire très, 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 très attention. Eh bien, sur cet avertissement assez lucide, je vous remercie vraiment d'être venu au Studio Kalita. Le temps qui nous est imparti est terminé. Je vous remercie d'être venu et je remercie aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et on leur donne rendez-vous pour notre prochain magazine dans 2 semaines.